Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir TATV Africa Today pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Présent au Canada depuis lundi dernier, le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, multiplie des contacts avec des investisseurs et chefs de projets québécois. Ce week-end, Mamadi Youla a obtenu l'adhésion d'Hydro-Québec et Archer Innovation au programme de développement énergétique et social de la Guinée. Daouda Mohamed Kamara. Secteur de croissance prioritaire au même titre que les mines et l'agriculture, l'énergie en Guinée présente un potentiel énorme estimé à 6 000 MW. C'est pourquoi le Premier ministre guinéen a exposé les capacités de la Guinée à Pierre-Luc Degagné dans le cadre de l'implémentation de l'hydroénergie dans le pays qui se traduit par la mise en place de Caleta et celle à venir de Swapiti. À ce titre, l'entreprise canadienne Hydro-Québec s'est dite par la voix de son vice-président intéressé par le développement avec la Guinée un projet sur la production ou le transport d'électricité en Guinée. Nous avons eu un échange fort intéressant avec le Premier ministre de la Guinée, où ce dernier a eu l'occasion de nous expliquer les priorités énergétiques à la fois de la Guinée, mais également les priorités énergétiques supra-régionales. Et nous avons pu de notre côté, bien sûr, à la fois lui confirmer l'intérêt d'Hydro-Québec pour le développement international, mais aussi le fait que nous nous sommes dotés de balises et que tout projet potentiel devra être évalué en fonction des balises que nous avons déterminées. Séduits par les explications de Mamadi Youla, les investisseurs canadiens s'engagent à établir des contacts et étudier toutes les éventualités pour l'établissement de leur entreprise en Guinée. Mais d'abord, ils souhaiteraient s'assurer du climat politique, sécuritaire et technique. Tout le monde ici était intéressé de c'est quoi le contexte économique et le contexte d'affaires en Afrique et le Guinée surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Mais littéralement, c'est vraiment une terre de l'opportunité. Et on vous dit qu'il y a tout à faire. Alors, de développer des contacts et développer des réseaux qui nous permettent de rentrer et d'avoir un effet, c'est ça qui est important pour nous. Et on apprécie vraiment la visite de Monsieur le Premier ministre. Et j'espère de visiter la Guinée très bientôt. Avant de quitter ce tête-à-tête, le Premier ministre a rappelé les projets de mise en œuvre dans le cadre de l'OMVS et de l'OMVG. Mamadi Youla a aussi mis un accent sur la volonté du chef de l'État qui entend remplir la mission qui lui a été confiée par ses pairs de l'Union africaine, celle de l'électrification du continent. L'espoir pour sauver l'humanité des conséquences du réchauffement climatique ne semble pas remis en cause. Lors de la diplomatie climatique, les ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en Guinée ont porté leurs réflexions sur le respect des engagements pris pendant la COP21 à Paris. Diao Bachir nous fait le compte-rendu. Suivez. La réduction de la production de gaz à effet de serre et la protection de l'environnement deviennent de plus en plus une préoccupation mondiale. Le temps presse et les nations doivent réaliser leur engagement pris lors de la COP21 à Paris. Déjà, la Guinée qui vient de voter la loi de ratification pour lutter contre le réchauffement climatique a été félicitée et encouragée par l'ambassadeur de la France en Guinée. Je tiens à féliciter effectivement le pays hôte, donc la Guinée, puisque le Parlement a voté la loi de ratification le 5 août dernier. Donc on est très avancé dans ce processus de ratification. Il reste encore un décret à signer. Pour atteindre donc d'autres nouveaux objectifs plus élargis, l'Union européenne compte soutenir les pays jugés plus exposés aux conséquences du changement climatique. Selon le numéro 1 des Français en Guinée, plusieurs milliards d'euros seront investis d'ici 2030. Il y a un engagement réaffirmé de mobiliser 100 milliards d'euros par an jusqu'à 2025, avec certainement un objectif nouveau et plus élevé à atteindre ultérieurement. Il s'agit aussi de prendre de nouvelles mesures pour répondre aux besoins d'adaptation et de traiter les questions des pertes et préjudices, le développement et le transfert technologique, ainsi que le renforcement des capacités administratives requises pour y arriver. La République de Guinée, sur la base de ses projections économiques à l'horizon 2030, s'est également engagée à réduire de 13% sa production de gaz à effet de serre. L'Association des journalistes pour le développement durable s'investit en faveur du journalisme d'investigation.
Ainsi, la JDD a initié 2 semaines de formation à l'intention d'une dizaine d'hommes de médias, en technique d'enquête et ressources numériques. La démarche vise à inciter la corporation à aller au-delà du travail factuel en vue de produire des réalisations plus profondes consacrées au sujet d'enquête. Alpha Omar Diallo. L'enquête, un genre journalistique très peu utilisé dans l'exercice du métier en Guinée. Pourtant, elle constitue une réalisation professionnelle qui suscite de l'intérêt chez le public. Mais sa complexité et son exigence semblent pousser la corporation à l'ignorer pour tomber dans le factuel. L'Association des journalistes pour le développement durable, AJDD, trouve inacceptable cette attitude. C'est pourquoi elle a initié cette formation intitulée « Techniques d'investigation et ressources numériques » qui connaît la participation de plusieurs journalistes. C'est de donner la capacité aux journalistes d'être des journalistes qui font de l'investigation, mais qui font de l'investigation comme leur profession. Vous savez, on est tous généralistes. Et il faut arrêter dans ce pays ce système généraliste. Soit on est journaliste d'un secteur ou d'un autre. On ne peut pas être journaliste de tous les secteurs. Les travaux sont organisés sur financement de Osiwa qui attend beaucoup de ces journalistes au terme de la formation. Ceux qui seront formés vont essayer de relayer cela au niveau de leur rédaction. Mais nous espérons que ces gens qui seront formés là vont se spécialiser dans le journalisme d'investigation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu assez de formations par le passé. Malheureusement, après la formation, il n'y a pas eu de suite. C'est pour cela que cette fois-ci, nous voulons accompagner ceux qui seront formés au moins pendant 1 an et voir ce qui adviendra. Ce projet devra être l'élément déclencheur d'une autre vision de l'exercice du métier de journaliste en Guinée. Vous allez voir que au finish, on va avoir un pool de journalistes spécialisés dans ce domaine qui vont par après être à mesure de revendiquer leur responsabilité de journaliste d'investigation. Cette formation permettra de développer des thématiques axées sur la justice, les droits de l'homme et la démocratie. Le consortium pour l'observation domestique des élections et ses partenaires veulent communiquer sur certaines actions du gouvernement. En conférence de presse ce lundi, les membres de cette ONG ont notamment communiqué les réformes entreprises dans le domaine des mines depuis l'avènement de la Troisième République. Selon ces activistes de la société civile guinéenne, l'espoir est permis au niveau du secteur dans les prochaines années. Saloum Kondé, reportage. Cette restitution des réformes entreprises dans le secteur minier a porté essentiellement sur le diagnostic, les analyses et les perspectives de développement. Selon le conférencier, malgré les défis infrastructurels, le peuple de Guinée doit encore garder de l'espoir. Lorsque nous analysons les défis et puis les généralités, l'état d'antan de ce secteur et au jour d'aujourd'hui, depuis l'arrivée de la Troisième République, en tout cas ce qui nous a été présenté, nous pouvons dire que oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir car selon le conférencier, les mines constituent un facteur de développement. On ne peut pas dire que ça doit forcément se relever sur les mines, mais plutôt les mines constituent un facteur de développement important, n'est-ce pas, de la Guinée. Pour les participants, cette conférence leur a permis d'avoir beaucoup de connaissances sur le secteur des mines en Guinée. Et ça nous a appris beaucoup de choses et tout ce que les gens entendaient parler, disons que les choses ne sont pas, on le dit verbalement et pourtant sur papier c'est pas pareil. Les acteurs de la société civile disent avoir suivre de près l'action gouvernementale et ils sollicitent leur implication à toutes les étapes de l'évolution du secteur minier, ce afin de mieux informer le peuple. À Kaloum, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo s'installe à Sandawalia. C'est ce week-end que la première force politique de l'opposition a mis officiellement en place sa section dans cette partie du centre de la ville. Objectif, faire adhérer plus de militants. Sayon Kourouma nous fait le compte-rendu. À 3 mois des élections communales en Guinée, les partis politiques affûtent leurs armes afin d'avoir des élus locaux dans les différentes communes. Ce dimanche, l'UFDG a procédé à l'installation de sa section à Sandawalia. Son vice-président chargé des affaires politiques, Mamadou Banousso, sait déjà la mission qui attend les membres de la structure.
Notre premier travail, nous qui venons d'être élus ici, c'est justement démarcher les autres militants pour qu'ils viennent chez nous parce que faut qu'ils comprennent que c'est ici qu'il y a l'avenir du pays, c'est ici que nous pouvons nous donner la main pour développer ce pays. Pour cela, ce sera votre premier travail, je vous en félicite et je vous confie cette mission. L'UFDG, qui n'a pas présenté de candidats lors des élections législatives de 2013, compte cette fois briguer la tête de la mairie de la circonscription. Pour matérialiser ce rêve, l'Union des forces démocratiques de Guinée compte sur l'apport de la section. Nous devons nous fixer des objectifs réalistes, réalisables, atteignables. Et moi, je suis sûr que les prochaines élections à Kaloum, nous allons tout rafler. Vrai ou faux? Vous êtes prêts pour ça? Oui. Je suis persuadé que si les femmes et les jeunes sont déterminés et se lèvent, eh bien que d'autres tremblent déjà parce que nous n'allons rien laisser à personne, on va tout rafler. À l'UFDG, on salue le caractère cosmopolite de la section, mais aussi du fait que certains soient venus des autres partis. Caractère qui démontre certaines accusations portées à l'encontre du parti. On nous a fait croire que l'UFDG c'est un parti ethnique. Aujourd'hui, vous êtes en train de prouver que c'est faux. On a eu des adversités qui sont transformées en violence. De temps en temps, des gens qui habitent ensemble parce qu'ils ne sont pas dans le même parti, ils ont fini par s'insulter, par se jeter des pierres, par se bagarrer et après même ne plus se parler. Aujourd'hui, vous êtes en train de montrer que l'UFDG transcende toutes ces difficultés. À rappeler qu'avant Sandervalia, ce sont les sections des quartiers Kouléoundi et Koronti qui ont été installées. Le parti compte faire pareil dans les 9 autres quartiers que compte Kaloum. La menace est forte en France. François Hollande a rendu hommage aux victimes des attentats. 230 noms ont été prononcés dans le jardin des Invalides. Une cérémonie également politique durant laquelle le président a annoncé une réforme sur l'indemnisation des victimes. Suivez. Jean-Pierre Arnaud, Jean-Édouard Charpentier, Franck Hamel. 230 roses, une pour chacun des Français décédés dans une attaque terroriste depuis septembre dernier, en France comme à l'étranger. Cette cérémonie d'hommage est organisée chaque année depuis 1998 par les associations de victimes d'attentats. Devant un parterre de membres du gouvernement et de l'opposition, les proches de victimes et les rescapés ont pris la parole. Ce 14 juillet 2016, jour de fête nationale, nos vies ont été bouleversées à jamais. Notre aussi belle promenade se transforma en l'espace de quelques secondes en une scène de guerre, laissant des blessures qui malheureusement ne cicatriseront jamais. Nous avons perdu des êtres si chers, 3 membres de notre famille, Fatima Marzouk, Mehdi Achadi, Ami Fimal. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Après la Marseillaise, François Hollande a rendu hommage aux victimes des attentats et à leurs proches. Il a également promis plus de transparence et plus de moyens pour la lutte antiterroriste. Nous devons pérenniser l'action qui a été engagée. Je parle bien sûr de tous les moyens pour prévenir les attentats, pour les dissuader, pour les empêcher. Et c'est un travail constant qui appellera des moyens encore supplémentaires, au-delà même de ce que j'avais décidé pour les renforcer. Le chef de l'État a également promis une augmentation du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, un fonds qui n'a jamais été aussi sollicité que ces derniers mois. Plus de 650 millions d'euros ont été débloqués pour les victimes des attentats de Paris et de Nice. On en sait davantage en revanche sur l'attaque au couteau samedi soir dans le Minnesota. Elle a été revendiquée par l'État islamique. On compte 9 blessés et l'agresseur était un Somalien. Il a été abattu. Regardez. Ils sont venus dénoncer l'attaque à l'arme blanche. Ces dirigeants de la communauté somalienne ont appelé à l'unité pour éviter toute stigmatisation. Nous sommes tous choqués, tout comme vous. Nous sommes tous en deuil, tout comme vous. Ceci est un acte isolé. S'il vous plaît, répandons l'amour au lieu de répandre la haine. Et je vais encore une fois le dire, le groupe État islamique ne nous représente pas. Il ne représente pas l'islam, il ne représente pas les Somaliens, il ne représente personne de cette foi.
Samedi, dans ce centre commercial très fréquenté, un individu vêtu d'un uniforme de vigile attaque plusieurs personnes avec un couteau, avant d'être tué par un policier qui n'est pas en service. Les autorités n'ont pas divulgué le nom de l'assaillant, mais des médias locaux l'ont rapidement identifié. Il s'agirait d'un étudiant de 22 ans d'origine somalienne, né aux États-Unis. Dimanche, l'organisation de l'État islamique a revendiqué l'attaque par le biais de son agence de presse. L'homme est décrit comme l'un des soldats du groupe djihadiste. Les enquêteurs, eux, restent prudents. Nous enquêtons sur ces événements comme un potentiel acte de terrorisme. Je dis bien potentiel. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas pour le moment, si le suspect était en contact ou a été inspiré par une organisation terroriste étrangère. 3 des 9 victimes sont toujours à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. En Allemagne, Angela Merkel assume sa responsabilité. Son parti, la CDU, a enregistré hier le pire résultat de son histoire. Elle perd plus de 5 points aux élections régionales de Berlin. C'est donc un mea culpa. Suivez. Elle admet que sa politique migratoire a pesé sur les élections à Berlin. Comme dans le Nord-Est, il y a 2 semaines, le parti populiste et anti-migrant AfD a fait une percée et il a obtenu dans la capitale allemande 14% des suffrages. Donc, comme vous l'avez dit, Angela Merkel fait un mea culpa. Elle a reconnu publiquement que le pays n'était pas préparé l'an dernier à l'arrivée des réfugiés, que pendant des années, l'Allemagne avait ignoré le problème, que l'Allemagne avait laissé les pays à la périphérie de l'Union européenne se débrouiller seuls, et elle aimerait bien remonter le temps pour corriger ses erreurs. Et elle reconnaît qu'elle a mal expliqué ses décisions auprès des citoyens allemands pour faire comprendre les tenants et les aboutissants de sa politique migratoire. Mais par contre, elle reste persuadée que l'Allemagne ne sera pas transformée dans ses fondements par les réfugiés. Voilà un message adressé à l'AfD et ses électeurs. La trêve en Syrie est de plus en plus fragile. Hier, des barils d'explosifs ont été largués dans la province de Dira. Et bombardements aériens aussi sur la ville d'Alep. Suivez. Ces habitants d'Alep pensaient être protégés par le cessez-le-feu. Dimanche pourtant, leur quartier situé à l'est de la ville a été bombardé. Nous étions assis ici en toute sécurité et tout d'un coup nous avons été frappés par des missiles à Karmal Jabal. Ici, il n'y a pas d'armée syrienne libre de camp militaire, il n'y a que des civils. En tout, 4 frappes ont été menées contre des quartiers rebelles d'Alep, des zones ciblées régulièrement par le régime syrien avant la trêve. Ces frappes interviennent dans un contexte de tension, après une bavure américaine samedi à Deir ez-Zor. La coalition menée par les États-Unis a bombardé par erreur des positions de l'armée syrienne. Au moins 90 personnes ont été tuées. Les États-Unis ont reconnu s'être trompés de cible. Ils pensaient viser le groupe État islamique. L'ambassadeur de Syrie auprès de l'ONU n'y croit pas et accuse les États-Unis de vouloir faire capoter la trêve. C'est inacceptable. Ceci est une attaque. Ceci est un acte hostile et ceux qui ne le dénoncent pas le soutiennent. La Russie a quant à elle déclaré que ce raid était un mauvais présage pour l'accord américano-russe. De son côté, Washington reproche à Damas de ne pas avoir permis l'acheminement de l'aide humanitaire, pourtant prévu par l'accord. Faute de garantie de sécurité, des camions remplis de nourriture et de médicaments sont toujours bloqués à la frontière turque. Du sport pour clore ce journal, un tournoi de football doté du trophée Fodeba Istokera, vient d'être lancé à Conakry. Une compétition organisée par les jeunes positifs agencies de Nongo. Objectif, créer des liens d'amitié et d'unité entre les jeunes des différentes localités. En match inaugural ce dimanche au terrain de Nongo, le FC Barré a neutralisé la formation Bekouma FC sur le score de 2-0. Le point avec Moussa Sefa Kamaha. Ils sont au total 16 équipes qui prennent part à cette compétition qui se joue en élimination directe. Dans ce match inaugural, la formation du FC Barry opposée à celle de Gbenkouma FC, une première période moins poussive pour les bleus et blancs de Gbenkouma. De l'autre côté, plusieurs occasions vendangées par les hommes de Barry. C'est sur ce score nul et vierge que l'arbitre renvoie les 22 acteurs au citron.
L'organisateur de ce tournoi revient sur les objectifs. On a organisé cette compétition pour tisser des liens de fraternité et d'amitié entre les jeunes, c'est-à-dire contribuer à la promotion de la jeunesse, car c'est certain pour l'émergence d'une jeunesse responsable. Le porteur du nom du trophée, Fodeba Istokeira, présent au match d'ouverture, a exprimé toute sa satisfaction à l'endroit des initiateurs. C'est un grand plaisir que d'être reconnu vivant. Il ne sert à rien de récompenser ou de reconnaître les gens à titre posthume. Et je suis heureux, pendant toute ma carrière culturelle et sportive, je n'ai fait que donner des prix, n'est-ce pas, des diplômes, des satisfecits à des personnes. Mais si aujourd'hui je suis honoré par cette jeunesse, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire que je salue et que je vais soutenir de toutes mes forces. Le secrétaire général du ministère du Sport et du Patrimoine historique a exhorté aussi les jeunes à se former et se remettre au travail. C'est d'être sérieux et d'accepter d'aller à l'école. Je crois qu'aujourd'hui, qu'on soit sportif ou qu'on soit homme de culture, il faut accepter de quitter la rue pour l'école. Et ce n'est que le travail qui paye, c'est d'être studieux, être travailleur et être courageux dans le cadre de tout ce qu'on entreprend comme activité. Au finish, le FC Bari l'a emporté sur le score de 2-0. Cette manifestation sportive regroupe des équipes de 5 communes de la capitale. Un tournoi qui se tient du 17 septembre au 9 octobre 2016 au terrain de Nongo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir. Merci à tous et bonne soirée.